Donc on est les amis avec Rudy. On est avec Rudy Somme, c'est ça? Ouais. Français, expatrié à Marrakech. Français cambodgien, expatrié Cambodgien. Ancien chauffeur de tuk-tuk, là. Alors ça, c'était une belle légende. J'y ai cru, je te jure que j'y ai cru pendant. Moi aussi j'ai cru et je me rappelle lorsque j'ai découvert son blog, vraiment j'ai tout lu. Parce que c'était toi au début qui écrivais les articles et ça se voyait que c'était pas mal. Donc Rudy Somme, parle un petit peu de toi. Donc expatrié à Marrakech depuis combien d'années maintenant? Alors je suis à Marrakech depuis 2015. D'accord. Je suis venu ici pour mon premier business qui a fait de très très gros chiffres. C'était quoi le premier business? On vendait du coaching par téléphone, du coaching de vie. Et donc on avait plusieurs call centers déjà en France. Et quand on atteint la masse critique des 49 salariés, on a dit bon, on va se casser. Et c'est là qu'on est venu au Maroc. Et puis on avait un call center ici à Marrakech. On avait un immeuble entier avec 4 étages. Puis après on avait attaqué le marché espagnol aussi. Où là on avait ouvert un... ça y est pas ça. Je savais pas. Un call center à Tétouan, parce que là-bas on parle espagnol. Donc le nord du Maroc, on parle espagnol un petit peu. Ouais. C'est, tu vois, avec Ceuta et... c'est des villes espagnoles. Il y a 2 villes espagnoles, quoi. Et donc, c'est comme ça que je suis venu ici. Puis au début, je détestais Marrakech. Ouais, pourquoi? Parce que le Marrakech qu'on me montrait n'était pas celui... ne matchait pas, en fait, avec mes valeurs et ce que j'aime dans la vie, quoi, tu vois. Et donc, on me montrait le Marrakech un petit peu underground, trop underground, peut-être. Donc le Marrakech de la nuit, quoi, c'est ça? Ouais, grosso modo. Et au début, je détestais. Et puis, j'ai remarqué que à chaque fois que je repartais, en fait, j'étais un petit peu triste. Et d'ailleurs, les salariés marocains sont très, très attachants. Parce qu'il y a un truc, tu vois, le management ici, comparé au management en France, le management ici, il est très paternel. Et donc, à chaque fois que je m'en allais, j'entendais des patrons, tu vas nous manquer, patron, tu vas nous manquer. Alors, je disais au début, je me disais, c'est bullshit et tout, tu vois, c'est... Genre, ils font du violon et tout. Et puis quand tu vois comment ils te font la fête quand tu reviens, tu dis, c'est peut-être sincère, quoi. Et tu vois, de fil en aiguille, tu t'es attaché, quoi. Ouais. Vous avez beaucoup de salariés à un moment, quand même, au pic. Ouais, on est monté à 176 salariés. Au Maroc, ça? Non, en comptant le Maroc, la France, le Luxembourg, la Roumanie, encore des pays. Donc là, et là, tu vis en France encore? Tu fais des déplacements entre le Maroc et la France? Non, maintenant, ça fait... 3 ans que je suis à plein temps au Maroc. Enfin, que je suis à plein temps où... Tu m'as dit que la vision de Marrakech a changé. Ouais, alors il y a eu un moment, en fait, j'avais envie de me casser. Parce que j'avais l'impression de tourner en rond. Et... tu vois, j'adore vivre ici, franchement. J'adore habiter là et je recommande à tout le monde de venir habiter ici. Mais il y a juste un truc, j'avais un seul point noir. C'est niveau social, vie sociale. C'est pas mon kiff. Rentrer, c'est le café. Il y a plein de choses à faire, mais d'un point de vue cercle social, tu vois, moi j'aime côtoyer des entrepreneurs. Désolé pour la coupe, les amis, on a fait une petite pause café. Café qui est apparu. Donc on est au bureau de Rudy, on n'a pas spécifié encore ça, mais on est dans les bureaux de Rudy, donc premier podcast en déplacement et non pas en domicile. C'est ça. Donc on va en venir. Donc on parlait de Marrakech. Cercle social, pas trop d'entrepreneurs ici. Ah oui, alors si, en fait tu rencontres des entrepreneurs, mais on n'a pas la même vision, quoi. C'est des mecs qui sont pas trop en ligne, plus à l'ancienne ou pas? Alors soit c'est à l'ancienne, soit ça. T'as des gens vraiment qui sont très intelligents à Marrakech. Vraiment, il y a des cerveaux, des éminences grises. Mais le problème, c'est que leurs business sont assez douteux, quoi. Tu vois. D'accord. Et tu vois, par exemple, là, j'ai vu il y a 2-3 jours dans la presse, arnaque les CPF qui se sont fait rincer. Tu vois, les comptes de formation, tout ça. Ils se sont fait plumer depuis Marrakech au Casa, quoi. Tu vois, les mecs font du call center. Bonjour, je vous appelle ministère de l'Éducation pour vous faire valoir, vous informer de vos droits à propos du compte de formation. Vous êtes devant un ordinateur? Donc ils créent des comptes centers ici parce que les règles sont pas les mêmes qu'en France et il faut en faire des trucs comme ça, comme les CPF. En fait, c'est légal le truc, tu vois, mais c'est douteux, tu vois, le principe. Enfin, tu vois, c'est beaucoup d'entrepreneurs comme ça. Et c'est dommage parce que nous, par exemple, on est parti à vivre à Bangkok ou à Dubaï, etc. Il y a vraiment un environnement d'entrepreneurs qui sont dans le même domaine que nous, des digital nomades. Et je trouve que dommage qu'il n'y ait pas ça à Marrakech, en fait, alors que c'est une ville qui est très proche de la France. On vit très bien. Ça coûte pas non plus. Ça coûte un petit peu. Au niveau de vie, ça va, ça se passe bien ici. Alors, tu vas pas dépenser moins qu'en France.
peut-être un peu plus. Parce que- Par contre, ton niveau de vie, Ouais. il... C'est exactement la même chose qu'à Bangkok. C'est exactement la même chose. Ouais. Et je me dis, ouais, c'est dommage qu'il n'y ait pas tant que ça d'entrepreneurs qu'on rencontre ici. Hein. Peut-être que, Ouais. je sais pas, l'image qu'ils ont du Maroc, ou peut-être le Maroc ne fait pas un assez bon job pour attirer plus d'entrepreneurs. Pourtant, fiscalement, c'est cool. Hein. Ouais. Peut-être tu peux me parler un peu plus de fiscalité Ouais, bah, la fiscalité, c'est... tu payes que 16% de dividendes pour ta société au Maroc. D'accord. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le Maroc n'est pas un pays qui t'impose sur tes revenus qui viennent de l'étranger. Donc, en bon citoyen, j'ai ma société ici, j'ai des salariés ici, je crée de l'emploi, je paye de l'impôt ici. Mais tout ce qui vient de l'extérieur... Voilà, donc c'est... C'est beau. De toute façon, tu le redépenses à Marrakech qui vient de l'extérieur. C'est peut-être pour ça qu'ils sont un petit peu. Bien sûr. Ouais, Pour bah le après, reste. tu vois, chaque pays a ses politiques fiscales, quoi, ses stratégies. Il y a tous les critères. Il fait beau, il y a la fiscalité qui est optimisée, bah, il manque juste un petit peu l'environnement et ce serait vraiment pour moi le prochain hub des entrepreneurs S'il y a francophones. s'il y a des gens qui envisagent Marrakech ou pourquoi vous n'aimez pas Marrakech, dites-le nous les amis. Beaucoup ne sont pas au courant. En tout cas, moi, Ouais. beaucoup me contactent, Ils ils n'ont connaissent pas pas. d'informations. Comment ça se passe, qu'est-ce qui se passe. Je pense que le Maroc doit communiquer beaucoup plus sur ça. Il y a une vraie vague de pays avec ce qui s'est passé depuis l'année dernière là, de pays qui ont commencé à sortir des programmes digital nomades. J'ai vu là récemment en Espagne, tu peux aller dans certains villages, ils te versent un salaire pour rester là-bas en tant que digital nomade. Ils te disent il y a la fibre, ils te disent il y a à manger, il y a les wifi, il y a la clim, et ils te payent là-bas pour rester en tant que digital nomade. En Croatie aussi, ils ont fait des visas digital nomades. Bah, même Dubaï a fait un visa digital nomade, je crois que c'est $300 et tu as un an où tu peux venir en tant que digital nomade vraiment et bosser. Quoi. Ouais, ils ont compris qu'il y a un gros billet à prendre là-dessus, surtout avec le corona, tout ça. Ouais. Donc justement, en parlant de gros billets, pourquoi Rudy a des bureaux aujourd'hui à Marrakech? Est-ce que tu fais toujours le même business du coaching en ligne? Alors, il y a 3 ans, je suis passé de média buyer affilié, enfin je générais des prospects qualifiés en défiscalisation de Pinel, en rachat de crédit, en assurance. C'est forcé que tous les Français aient vu mes publicités, peut-être 2 ou 3 fois. Donc ce que tu faisais pour ceux qui ne savent Ouais, pas, tu pourrais expliquer un peu plus en détail. Je pense qu'on a beaucoup de personnes qui n'ont peut-être Ouais, jamais entendu néophytes, parler de Donc l'achat. vous avez forcément vu des publicités, soit sur Facebook, soit sur 20 minutes, Le Monde, Le Figaro, nouveau dispositif fiscal pour réduire vos impôts, réduisez les mensualités de vos crédits. l'isolation en euros. Isolation. Moi ça j'en ai pas fait parce Ouais. que ce marché-là il est pourri et aujourd'hui j'évite Ok. les marchés douteux en fait. Ok. Et je faisais ça et puis au bout d'un moment tu vois donc quand j'ai commencé j'avais un ROI entre x6 et x12. Ça c'est énorme quand même. Tu poses 100 €, dans le meilleur des cas tu récupères 1200, dans le pire des cas tu récupères 600 tu vois. Ouais. Et donc j'ai explosé ces marchés. On parle de quelle année là du coup? C'était longtemps. On est en 2016, 17, Ouais. 18. Ok. Et pourquoi je sais que je peux dire que j'ai explosé ces marchés? Parce que c'est les gens de chez Taboola, Ligatus et Yahoo qui ont eu le même son de cloche quand je leur ai dit, au bout d'un moment ça marchait plus, je leur ai dit qu'est-ce qui se passe les trois, même son de cloche sur les 3 régipubs. Bah écoute Rudy, avant en défiscalisation Pinel, en crédit, tout ça, les annonceurs étaient nuls et ont fait beaucoup d'oseille. Mais ils ont rincé les audiences. Et toi, tu es arrivé avec des nouveaux angles en faisant du vrai marketing, ça a cartonné, tout le monde t'a copié, vous vous êtes tous gavés et maintenant vous avez rincé les audiences. Donc voilà, j'ai cartonné avec ça et puis au bout d'un moment, donc à la fin j'avais un ROI juste de 10%, c'est-à-dire que quand je posais 100 €, je récupérais 110 €. Bon, dans les faits, à cette époque-là, c'était plutôt, je parle en volume quotidien. Je dépensais 10 000 € par jour, j'ai récupéré 11 000 €. Donc c'est pas dégueu quand même, tu vois, ça fait toujours 30 000 en passif quasiment. Mais j'entrais dans ce que j'appelle un stress level assez élevé. C'est-à-dire que les 10% de ROI n'étaient pas stables tous les jours. Tu vois, c'est-à-dire un jour j'étais à 30%, un autre jour j'étais à moins 20%, et donc j'étais stressé. Et c'est là que je me suis dit, bah tiens, il y a quelque chose que je voulais faire depuis 10 ans, c'est devenir infopreneur. Et je sais pas pourquoi, je me l'interdisais, tu vois. J'avais l'impression quelque part de pas mériter, ou ça me faisait peur. Syndrome de l'imposteur. Ouais, carrément. Alors que dans ces 2 business-là, tu as dépensé beaucoup d'argent, hein, si on peut. Une estimation un petit peu des dépenses en pub. Ouais, je pense 6 toutes les millions régies. d'euros en tout, ne serait-ce que sur Facebook, tu vois. 6 millions d'euros. Ouais, rien que sur Facebook en 2017, je reçois un appel de Dublin, une femme qui s'appelle Maïda Seman.
Il dit bonjour monsieur Somme, je dis oui, je m'appelle Mahdi Seman, je gère le portefeuille des 20 plus gros annonceurs pour toute l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique. Et on se demande c'est qui cette petite société au Maroc là, qui dépense autant que Havas Publicis. On aimerait bien vous rencontrer. Je m'envole à Facebook, d'ailleurs si tu vas dans le bureau de Facebook à Dublin, il y a le vrai mur Facebook où tu vois un tag Rudy Wazir. Cool. Et comment s'est passée la visite chez Facebook? Alors il voulait savoir c'était quoi mon business parce qu'il comprenait pas, tu vois, mes comptes publicitaires. Et puis je me faisais tout le temps shooter les comptes publicitaires aussi. Ouais. Et donc ce qu'il avait fait, c'est qu'il m'avait ouvert un business manager avec 1000 comptes publicitaires, de manière à ce que quand je m'en fasse shooter un, j'en ai un autre. Et personne ne comprenait pourquoi. Je dépensais un temps. Non, ça ils comprenaient. Parce que je leur avais expliqué le business model, quoi. Puis entre temps, tu sais, la génération de lead, c'est bien, c'est un truc que c'est le modèle Uber en fait, tu vois. Tu es un intermédiaire entre deux parties. Donc j'avais commencé à faire ça aussi pour les travaux. Alors pas l'isolation, mais peinture, façade, portail, plomberie. Et donc j'arrêtais pas de créer plein de comptes publicitaires pour chaque type de produit. Et donc on se faisait tout le temps flinguer les comptes pubs, on ne comprenait pas pourquoi. Et moi, mes campagnes et mes landing pages avaient été révisées par les plus hautes autorités à San Diego. D'ailleurs, j'ai des dossiers là-dessus. Et en fait, c'est parce que, tu sais, Facebook fait une sorte de retargeting déjà par lui-même. Quand tu interagis avec une publicité, tu vas être retargeté à nouveau par l'annonceur, sans même que l'annonceur fasse une campagne de retargeting. Mais quand tu dépenses 10 000 € par jour, il y a une répétition qui est assez forte. Et je te laisse imaginer si tous les jours, quand tu vas sur Facebook, tu vois la même publicité avec le même connard qui te vante le rachat de crédit. Tu pètes un câble, tu fais signalement. Et c'est comme ça que je me faisais. Et pourtant, tu vois, sur tous ces produits qui étaient mass market, d'ailleurs, tu vois, en fait, j'optimisais tellement de manière hardcore mes publicités et mes landing pages que toutes mes campagnes étaient en mode zéro targeting. C'est-à-dire que je n'utilisais pas d'option de ciblage. Par contre, c'était optimisé vraiment hardcore, quoi. C'est le but ultime aujourd'hui avec Facebook, c'est d'arriver à un zéro targeting, c'est comme ça qu'on scale. Est-ce que tu pourrais nous donner quelques exemples de publicités que tu as fait, tu as créé, parce que ce monde-là est très différent de nous, du monde de l'e-commerce, où nous on voit par exemple directement sur le produit. Alors je sais que dans la récupération de lead, on ne fait pas ça du tout. Ouais, alors tu vas soit illustrer la douleur de ton avatar, soit illustrer le résultat quand ton avatar utilise le produit, soit tu vas utiliser une autorité qui montre ton produit. J'ai fait un peu de dropshipping aussi. On pourra en parler aussi. Notamment en native advertising. Et là, tu crées en fait un article ou quelque chose entre ta publicité et la capture de lead, ou c'est directement sur la capture de lead? Non, tu vas créer ce qu'on appelle un advertorial. C'est comme un article de blog en fait qui vante une nouvelle solution miracle qui résout ce problème douloureux que tant de gens rencontrent en fait. C'est ça. Et donc c'est toi qui as créé cet article-là, mais la personne qui le lit ne sait pas forcément que c'est le mec qui a le produit qui a créé cet article-là. Donc c'est de la vente indirecte. Ça permet de détourner un petit peu la règle aussi Facebook, d'avoir, par exemple, si on a un produit, je sais pas, sur la perte de poids, au lieu de parler que de la perte du produit en lui-même sur la première page, on va parler d'un article, d'une réussite, de je sais pas quoi, et il y aura plein de bannières dans l'article. Lorsque la personne clique, elle va sur le produit, c'est ça? Ouais. Donc en fait, tu vois, vu que à cette époque-là, je faisais la promotion de beaucoup de produits, donc soit les produits financiers, soit les travaux, tu vois, tout ce qui est devis, génération de leads, et un petit peu de dropshipping et un petit peu d'affiliation, ça et là. J'avais créé un blog qui s'appelait consommalin.info. Donc genre un blog de consommation, tu vois, qui fait des reviews, qui donne des avis, qui partage des bons plans. Et ce truc-là. Le pic du capitalisme. Franchement, allez voir sur. C'est quoi le site là? Wayback Machine, qui vous permet de voir des archives de vieux sites. Cherchez consommalin.info, consommalin.org. Vous allez tomber sur les articles, les advertorials que j'ai fait. Vous allez prendre une grosse leçon de copywriting, mais violent quoi, tu vois. Et voir un petit peu les différents produits dont j'ai fait la promotion et comment je faisais la promotion, comment j'abordais les trucs. Et vous allez voir que c'est assez différent de tout ce que vous pouvez voir. Et surtout, ça marche super bien. Ouais. Avec ce business model, tu te dois c'est comme ça que tu vas te différencier là-dessus. Tu te dois de monter un cran dans tes publicités, dans ton copywriting, dans les douleurs de l'avatar client, dans les solutions. C'est ça qui fait que tu vas cartonner et que tu vas te dépenser 10 000 par jour. Ouais. C'est quoi la zone de génie de Rudy? Donc tu as lancé ton premier business des coachings par téléphone, puis ça a cartonné, puis après tu passes vers l'achat de lead, ça cartonne aussi. Donc c'est plus ou moins deux business un petit peu différents, ils ont des points en commun aussi. Mais
Et aujourd'hui, tu fais un autre business, on pourra en parler aussi, qui cartonne aussi, mais quel est le point commun, quelle est la zone de génie aujourd'hui dans ces 3 business-là? Alors tu vois, la zone de génie, c'est vraiment quelque chose de spécifique, c'est quelque chose dans lequel je suis rentré vraiment très récemment. C'est-à-dire que tu vois, sur tous les business avant, j'étais dans ce qu'on appelle la zone d'excellence. La zone de génie, c'est encore une autre zone ailleurs, beaucoup plus profonde, assez spirituelle en fait. Et tu vois, la zone d'excellence, c'est quoi? C'est quand tu es très bon, quand tu es doué dans ce que tu fais, et en fait, tu aimes ce que tu fais, non pas parce que c'est ta vraie passion, parce qu'il y a un truc magique, une petite flamme à l'intérieur, mais tu le fais parce que tu es bon, en fait, tout simplement. Et finalement, c'est une zone de confort, tu vois. Et donc, à cette époque-là, il y avait eu la boîte où on vendait du coaching par téléphone qui a explosé, on a explosé en plein vol, tu vois, parce que les 3 associés, on était des Mongoliens, sans diplôme, et à la fin, il nous aurait fallu un vrai CIO, tu vois. Ouais. Parce que tu vois, en 3 ans, on a fait 14 millions d'euros de chiffre d'affaires, tu vois. Donc c'est en croissance, c'est un truc de fou, quoi, tu vois. En 3 ans, on a recruté 700 personnes, 700 salariés en CDI. Et j'ai ce chiffre exact, pourquoi? Parce qu'on avait notre CRM, donc je peux voir combien de comptes avaient été créés. Et donc, on a tout perdu, enfin, on explosait en plein vol. Moi, à cette époque-là, c'est vraiment le drame burn-out, quoi, tu vois. J'ai perdu mon groupe, mon emploi, mes amis, mes associés, ma famille. Tu vois, mon couple n'y a pas résisté, alors que tu vois, j'avais la vie parfaite, tu vois, la maison, les 3 enfants, j'étais avec la mère de mes enfants depuis l'âge de 13 ans, les 3 petits chats, tu vois, le scénario idéal. Mais en fait, avec le recul, tu vois, si tout est parti en couille, c'est tout simplement parce que, enfin, je vais parler pour moi, pas pour mes associés de l'époque, je sais pas ce qu'ils ont dans leur tête, mais cette vie-là, en fait, n'était pas celle que je voulais, en fait. J'étais vraiment dans des anti-valeurs, et quelque part, je pense que si tout est parti en couille, c'est parce que c'était juste l'ordre naturel des choses, c'est-à-dire que j'avais pris une direction qui n'était pas ce que je voulais, voire même qui était à l'opposé de ce que je voulais. Et en réalité, j'étais perdu. Et donc, tu vois, suite à ça, je fais un burn-out, quoi, vraiment au bord de la dépresse. D'ailleurs, au passage, je peux vous dire que, selon moi, en fait, quand tu fais un burn-out ou quand tu es en dépression, c'est que tu es perdu. Et si tu es perdu, c'est parce que tu ne sais pas qui tu es et où est-ce que tu veux aller, qu'est-ce que tu attends dans la vie. Tu vois, c'est, selon moi, lié à des gros problèmes d'identité. Et ça, on pourra en revenir par la suite, parce que maintenant, je travaille beaucoup là-dessus avec mes clients, tu vois. Et c'est ça ce qui leur permet d'obtenir des résultats assez rapides et violents. Donc la zone de génie, pourquoi il est bon, très bon réduit? Est-ce que c'était le media buying? Est-ce que le copywriting? Est-ce que c'est la vente? Justement, tu vois, j'ai plus rien et j'ai plus envie de travailler, tu vois, il me reste 5 000 euros en fait sur un compte. Et là, je me dis, tu vois, mes enfants étaient habitués à un certain niveau de vie, et c'est pas parce que papa et maman se séparent qu'il faut que voilà, le niveau de vie s'arrête. En plus, tu vois, c'était dans des écoles Montessori, ça coûte 1000 balles par enfant par mois, tu vois, j'en avais 3. Et tu peux pas sortir de l'école comme ça du jour au lendemain. Et là, je me dis, arrête d'être un putain d'égoïste, et si tu rebondis pas pour toi, fais-le pour ce que tu aimes. Et tu vois, je me nourris de cette déclaration. Quoi. Et je me pose la question, ok, qu'est-ce que je sais faire? Pourquoi je suis bon? Tu vois, c'est la première fois de ma vie que je me pose des questions en mode auto-coaching. Et là, je réalise en fait que durant ces 3 années folles, j'ai développé des super pouvoirs qui sont le copywriting, la persuasion, le management. Tu vois, 700 personnes en 3 ans quand même. Le media buy. Et ça, tu l'as pris sur le terrain ou c'était tu te formais aussi Alors, les deux. En fait, tu vois, à cette époque-là, il n'y avait pas encore les formations en ligne. Mais je me rappelle qu'il y a, tiens, d'ailleurs, il y a son livre là, c'est lui. Il y a Florent Merlin qui avait sorti donc au début, j'essaie de faire du Google Ads et je me pète les dents. Je crois que je dépense 10 000 euros et puis je récupère que 7 000 euros, un truc comme ça. Et je le contacte et je lui dis, ouais, vas-y, tu veux venir me former, coacher mon équipe et moi à Toulouse. Et il me dit, non, je fais pas de formation de coaching. Je lui dis, on te donne 5 000 euros, on te paye voyage, hôtel, restaurant, viens s'il te plaît. Et là, il vient. C'est énorme. Et donc, il nous forme pendant 3 jours. Et je fais rien de ce qu'il m'apprend. Pourquoi? Parce que ce n'était pas aligné avec ma stratégie en fait. Enfin ma vision. Tu vois. Donc à cette époque-là, je suis encore dans le groupe. Hein. On est... Et mais il y a eu un avant et un après. Très clairement. C'est-à-dire que avant qu'ils viennent, j'avais des campagnes perdantes. Et quand il est reparti, c'est là que j'ai été rentable sur Google AdWords. D'ailleurs, en passage, AdWords, c'est top, tu vois. En 1 an et demi, j'ai jamais touché mes campagnes, jamais touché mes tunnels, et c'est toujours resté pareil. Et donc, tu vois, en fait,
J'ai pas suivi sa méthode, mais il m'avait appris les outils, comment l'utiliser, quelle était la stratégie, le why de AdWords. Et sans son intervention, j'aurais jamais été rentable. Même si j'ai pas fait comme il a dit, tu vois. C'est juste que grâce à lui, j'ai pu m'approprier ce super pouvoir, tu vois. Il y a beaucoup de gens, en fait, qui... maintenant, vous êtes formateur, vous le savez aussi. Les gens, ils se forment, mais ils ne comprennent pas le sens. Ouais. Tu vois, c'est-à-dire que le savoir qu'ils acquièrent, ils n'arrivent pas à le transformer en outil, en fait. En pouvoir, Et je trouve qu'ils ne cherchent pas le why des choses en fait, ils ne cherchent pas à savoir comment ça marche, ils cherchent juste à avoir la technique A plus B égale C en fait. Ouais. Et c'est une grosse erreur parce que ça change en fait d'un mois à l'autre. Facebook a changé d'interface tous les 3 mois. Tu vois, cette caractéristique que tu décris est liée justement à l'identité. C'est-à-dire que quand ils apprennent le comment, ils acquièrent une compétence. Mais on a un outil en coaching qui s'appelle la pyramide de deals qui te permet justement de voir où est-ce qu'il faut travailler sur le coacher pour le débloquer. Tu as plein de mecs qui achètent des formations, ça fait 2 ans, 3 ans, ils achètent toutes les formations, ils sont toujours au même point. Et ils savent pas ce qu'ils recherchent. Et puis ils vont se plaindre, ils vont dire « Ah, la formation elle est nulle, elle m'a pas apporté ce que vous voulez. » Mais en fait, ils savent pas ce qu'ils veulent. Et ces gens-là qui achètent toutes les formations sont en recherche de leur identité à travers ces formations. Et quand tu cherches juste le comment, tu vois, comment faire une campagne, comment faire une boutique, comment créer un business de dropshipping, si tu es juste dans la compétence, tu vas pas accepter les difficultés que tu vas rencontrer. Tandis que si tu cherches plutôt à te poser la question comment devenir dropshipper, tu vois, là tu agis au niveau de l'identité. Et l'identité, elle va accepter les 2 côtés de la pièce, que ce soit les bons côtés et les mauvais côtés. Ouais, c'est pour ça que nous, dans tous nos programmes, on a un premier module qui est mindset. Ça, on l'a compris, limite, on ne leur montre pas au début. Tu vois, on attend qu'ils rejoignent d'abord, parce que sans un bon mindset, voilà, tu peux avoir les meilleures méthodes, les meilleurs coachs au monde, tu ne pourras pas avancer en fait. Je pense l'une des choses qui fait peut-être aussi, qui nous a fait persévérer et en partie arriver là où on est, c'est que moi, dès le début, alors je n'avais aucune idée de tout ce que tu viens de décrire à l'époque quand je me suis lancé aussi en 2016, où j'étais en fin d'études et crise identitaire aussi, je voulais pas finir mes études, mon père voulait absolument que je devienne ingénieur, je savais pas quoi faire et je cherchais tout ça et je me suis accroché à ça, au dropshipping, à l'e-commerce et tout de suite inconsciemment, en rentrant dans ça, j'ai commencé à aimer aussi et je me suis considéré comme e-commerçant. Pour moi, il n'y avait pas de est-ce que j'allais réussir, est-ce que j'allais machin, j'étais e-commerçant, j'allais y aller, c'était tout droit. Et il n'y avait pas d'autre choix, c'était vraiment ça, c'est ma nouvelle identité. Et ce qui m'a poussé à au début résister pendant des mois avant de faire ma première vente. Donc je pense qu'il y a beaucoup, comme tu l'as dit, tu l'as très bien décrit. Donc la zone de génie de Rudy, c'est quoi aujourd'hui? C'est alors, on est peut-être pas zone de génie, mais qu'est-ce qui a fait que ces 3 business-là que tu as aujourd'hui ont plus que survécu, ont eu de belles performances en fait? Alors je dirais, le premier truc c'est les compétences, très clairement. Tu as besoin de compétences dans quelque chose. J'ai une curiosité naturelle, c'est-à-dire que j'ai besoin de comprendre pourquoi les choses font tic-tac. Tu vois, et par exemple si on est à un déjeuner ou quoi, on parle d'un sujet que je ne comprends pas, et tu vas te demander pourquoi la plupart des pigeons, il leur manque des doigts et une patte. Ouais. Bah tu vois, je vais tout de suite taper dans mon téléphone, dans Google, pourquoi il manque des doigts aux pigeons. Tu vois, j'ai besoin de comprendre pourquoi les choses font tic-tac. Et donc ça m'amène à une curiosité qui me permet de tout le temps me développer. Tu vois, je crois que c'est Brian Tracy qui explique qu'il y a la majorité des gens sont dans un état d'esprit fixe et à l'opposé, tu as des gens qui ont un état d'esprit de croissance. Tu vois, qui sont curieux, qui ont besoin de comprendre les choses en fait. Et pas connaître les choses, comprendre les choses. Tu vois, je ne souhaitais pas connaître Facebook Ads, je souhaitais comprendre Facebook Ads. Tu vois, par exemple, une fois que tu as compris que le game de Facebook Ads, c'est générer des petits pics de dopamine dans ses utilisateurs, tu peux t'approprier cette règle pour devenir un meilleur annonceur. Tu vois, tu comprends ce qui fait le succès de Facebook, tu nourris ce succès et donc forcément, Facebook va te le renvoyer. Ouais, c'est ça. On doit tout le temps chercher pourquoi ces plateformes-là existent en fait. C'est aussi simple que ça. Et donnez-leur ce qu'ils veulent et forcément ils vont vous donner ce que vous voulez aussi. Quand vous voyez des publicités qui marchent, qui cartonnent, pourquoi à un niveau vraiment, pourquoi ça fonctionne quoi. Ouais, aller en profondeur. Donc avant de parler de ton business actuel, donc tu nous as dit que tu as testé aussi du dropshipping et je crois que tu n'es pas trop fan du drop, on pourra en parler parce que nous comme tu le sais, on est très pro du drop. Ça a changé nos vies, ça a changé aussi la vie de beaucoup de nos élèves. Peut-être tu peux en parler un peu de ton expérience et pourquoi tu n'es pas si fan de ça, de drop. Donc, le business model, il est parfait, il est génial. D'ailleurs, je pense que
en 2013, il y avait déjà du dropshipping. Enfin, le dropshipping, ça fait même 10 ans, 20 ans que ça existe, Ouais. tu vois. Et ouais, je pense que c'est en 2013, il y a une grosse industrie qui s'est effondrée. D'ailleurs, je vais vous donner un truc que je dis jamais, c'est que je proviens de cette industrie. Ah, ok. Ouais, on creuse, j'aime bien. Une industrie extraordinaire qui pourrait être critiquée, mais qui m'a permis de faire de la big data avant qu'on parle de big data. C'est une industrie qui a fabriqué des monstres comme Xavier Niel. Ok. C'est l'industrie du porno sur Internet. D'accord. Et donc en 2013, il y a des sites comme Pornhub, Xhamster, tout ça qui arrivent en force. Il connaît Jamais entendu parler. Je connais pas non plus. Ok. Et qui défonce un business, une poule aux œufs d'or qui était donc l'industrie du X. Un mec, la première fois qu'il est devant un ordinateur sur Internet, qu'est-ce qu'il tape dans Google, quoi, tu vois? Ouais. 50% du trafic Internet mondial. Quand même. Et donc, ces sites, en fait, donnent le contenu qui était avant payant, 100% gratuit. Et donc, bah, on voit cette industrie Ça a tué une industrie, quoi. où il y avait beaucoup d'affiliés, en fait. Et les mecs, donc, cherchaient un nouveau business model. Et tu as beaucoup des super affiliés qui étaient média buyers qui se sont redirigés vers le dropshipping. Et c'est grâce à eux qu'on a pu voir apparaître des plateformes comme Shopify et tout ça. Les premiers dropshippers, c'était des affiliés qui venaient de l'industrie du Oui, X. je pense que la majorité des business, des grands marketeurs en ligne, en tout cas les anciens, ont tous commencé dans ce secteur-là. En tout cas. Parce qu'il y avait à l'époque que ce secteur-là où il y avait beaucoup d'argent. C'est ça qu'a fabriqué Internet. Tu sais que Ouais. PayPal, à la base, la technologie que Elon Musk avait développée, c'était pour s'échanger des vidéos et des photos de cul de Ouais. smartphone à smartphone. Ouais, C'est ça la technologie de PayPal. Facebook a été créé en se basant sur une application de dating, rencontre, machin. Internet. hot par hot, not hot, hein, Ouais. à la limite du porno, quoi. Mais bon. Donc ouais, donc ça c'était un truc. Donc le dropshipping, Donc, tu as testé. donc j'ai testé le drop. Pourquoi? Alors, c'était pour me. Donc là, on vend des produits e-commerce. Hein, on parle. Alors là, moi, c'était vraiment le dropshipping basique Classique, AliExpress, quoi, ouais. tu vois. Sauf que je faisais pas ça. Si j'avais testé avec Shopify aussi, mais moi, je suis plus à l'aise avec les tunnels de vente. D'accord. Et T'as testé avec un objectif financier ou t'as testé par curiosité avec ton curiosité mindset de co- professionnelle. Ok. C'est-à-dire que C'est après avoir rencontré ou c'était avant? avant. Ah, ok. Et je voulais mesurer mes compétences par rapport aux petits jeunes, quoi, tu vois. D'accord. Et donc, bah, ça a été assez facile, en fait, tu vois, pour moi, parce que j'avais déjà la technique, j'avais déjà le media buy, j'avais, tu vois, le mindset aussi, je savais que j'allais perdre de l'argent au début. Enfin, donc, ça a été facile. Et puis, en fait, bah, j'ai gagné de l'argent assez facilement. Ok. Voilà, là on coupe le podcast. Merci Rudy. Voilà. Tout Non, ça. mais bon, ça faisait déjà 13 ans que je monétisais Bien Internet, sûr, bien sûr, donc bien sûr. j'avais des facilités. Et donc, pour chercher mon produit, je me dis, voilà, moi, je veux un produit mass market qui résout un gros problème. Donc mass market, c'est pour une grosse audience. hein. Ouais. Et c'était qu'en 2015, je crois, j'avais pris beaucoup de poids et je souffrais d'apnée du sommeil. Et donc là, je cherche un produit et puis en faisant un petit peu d'espionnage sur Internet, je vois qu'il existe une ceinture anti-ronflement qui te maintient la bouche fermée pour limiter les ronflements. Et tu vois, moi, je me rappelle qu'à l'époque où je faisais des apnées du sommeil, j'avais acheté un produit que tu mettais, tu sais, comme les trucs qu'ils utilisent les rugbyman et les Ouais. boxeurs, quand tu Ouais, mets dans la de bouche. trucs. Ouais. C'était horrible l'expérience, mais ça marchait, quoi. Et je me rappelle, je l'avais perdu, j'avais recommandé un. Dentier, c'est ça. Ouais, une espèce de dentier, j'avais payé 100 balles, alors que ça vaut 1 euro sur AliExpress. Hein. Comme quoi, ça existait Et déjà. tu vois, donc je l'ai perdu et j'ai recommandé, tu vois. Et donc j'avais vu cette ceinture anti-ronflement. Et je dis, tiens, je vais tester parce qu'en plus, tu vois, le visuel, il est super catchy, quoi. Et donc à cette époque-là, donc je suis dans Shopify, je crée 4 fiches produits identiques en page orpheline. Et il y en a un, je mets 7,90, 27,90, 47,90, 117,90 €. Donc dès le début, tu te dis, je vais tester le prix. Dès le début, je vais tester Ce qui est assez avancé vu que toi tu connais déjà un petit peu. le wording, c'est exactement le même. Je mets un advertorial devant où je parle de problèmes des apnées du sommeil, les conséquences sont dramatiques. Je vais chercher de véritables statistiques que je trouve sur le web, que je peux sourcer. Parce que ça, c'est obligatoire sur le native advertising, en fait. Quand tes promesses sont assez fortes, tu dois donner tes sources. Tu dois justifier, ok. Où j'explique que voilà, l'apnée du sommeil, ça crée du diabète, du surpoids, 2 accidents sur 3 de la route sont liés à un mauvais sommeil.
Tu vois, Donc là, qu'est-ce que tu fais? Là, tu appuies sur le douleur. j'appuie sur la douleur, sur la peur. j'amplifie, j'explique qu'est-ce qui risque d'arriver si rien ne change. Produit révolutionnaire qui vient des États-Unis, alors ça par contre c'est du bullshit, d'une start-up machin, tu vois, et avec la grosse promotion chez notre partenaire, et puis là j'ai envoyé vers le Shopify. Et Donc les pubs ramènent, je explique un petit peu, ramènent vers l'article de blog. Ouais. L'article de blog ramène vers ta boutique Shopify. ils dispatchent vers les 4 pages, 25%, 25%, 25%. Et ça, on peut 25%. l'automatiser. Hein, pour Ouais, ceux qui ne donc savent à pas, cette donc époque-là- chaque lien, on peut l'automatiser. À cette époque-là, moi j'utilise un outil de Media Buyer qui existe toujours, qui est vraiment puissant. Mais ne l'utilisez pas si vous n'êtes pas un vrai professionnel du Media Buy. C'est vraiment super avancé, ça s'appelle Funnelflux. Et Si on peut expliquer rapidement, donc si par exemple vous avez 100 visiteurs qui cliquent sur le lien, lui par exemple vous pouvez le configurer pour envoyer 25% de ses visiteurs sur l'article 1, l'article 2, l'article 3, l'article 4. c'est bien plus puissant que ça encore parce qu'il te permet de faire ce qu'on appelle du multivariate testing sur tes landing pages. Voilà, c'est la fois du gros volume. Et en fait, tu vois, à chaque fois que tu cliques sur une publicité, il donne un identifiant au cliqueur de la publicité en mettant le cookie. Et il va suivre ça tout le temps. Et ce qui te permet d'optimiser, en fait, tu vois, tes angles publicitaires au niveau de la pub, avec tes créatifs publicitaires, avec tes landing pages, avec ton ROAS. Ouais, le but final, c'est que tu as le combo gagnant Tu as le combo gagnant de et tu arrives tout jamais à à le fait. tester. Tu es tout le temps en train de tester. Et donc, comme mes pixels sont bien installés, ça c'est une base, enfin c'est indispensable quand tu fais du media buy, que ton tracking soit bon, je réalise que peu importe le prix, le coût de l'ajout au panier reste le même. Sachant que j'ai affiché le prix en avant. Mhm. Et là je dis bingo, je supprime les autres pages, je laisse que 117 €. Ouais, comme quoi, le prix des fois, voilà, quand on a bien appuyé sur les émotions, sur la scarcity, sur le marketing, derrière, voilà, la chose se fait de manière intuitive. Il y a un truc en fait, tu vois, j'avais appris ça, c'est qu'en marketing, tu vois, la décision d'achat finale revient au cerveau reptilien. On a 6 bouts de cerveau, je crois, ou 5, et le reptilien, c'est lui qui dicte l'instinct de survie. C'est lui qui va te dire cours, c'est lui qui va te accélérer ta pression sanguine en cas de danger, et c'est lui qui va te dire, comme il gère la survie en fait, au moment de l'achat, en fait, tu vois, c'est lui décisionnaire final. Est-ce que ça nourrit ma survie si j'achète ça? Tu vois, par exemple, une femme, elle va chez Zara ou quoi, voit une belle robe et tout, elle va la prendre parce qu'elle est en promotion, et après, le cerveau reptilien qui va dire non, ne l'achète pas parce que tu vas avoir besoin de faire les courses pour te nourrir. Ou non, oui, c'est bon, tu peux l'acheter parce que tu vas te sentir belle et que tu vas Trouver un partenaire. trouver un partenaire, tu vois. Où est ta priorité? La fécondité ou te nourrir? Et là, vu que c'était une question de survie, puis je parlais d'accident, de diabète et tout ça, le prix s'en foutait quoi. Ouais. On s'en rend pas compte, surtout qu'à la fin, en fait, on le se justifie de manière logique, alors que la décision initiale était émotionnelle. Donc ça aussi, en tant que marketeur, on doit comprendre ce genre de déclencheur de levier pour les utiliser tout simplement dans notre marketing. Donc qu'est-ce qui se passe avec ce produit-là? T'en vends combien? C'est quoi les résultats finaux? Alors, au début, j'y vais tranquille, tu vois, parce que déjà, c'était un side project. Et je t'ai dit, moi, j'étais pas dans les dropshippers, je voulais tester mes skills. Et donc, ça marche pas mal, je fais genre 5-6 ventes par jour. Grosso modo, une vente me coûtait 50 €. Alors, au début, je lance Facebook Ads, il me fait shooter le compte publicitaire, c'est pas grave. Je vais sur le native advertising. C'est quoi le native advertising? Donc, c'est les régies pub sur Yahoo, MSN. Taboola, Enfin, Brain. MSN c'est monétisé par Taboola. Outbrain, Ligatus aussi. Donc Ligatus qui appartient au groupe allemand qui détient 20 minutes. Mais en fait tout a été racheté par Taboola au final, sauf Yahoo. Et donc ça te permet d'annoncer sur les sites de presse. Donc c'est les petits Le Monde, articles le qu'on Figaro, voit tout ça. en dessous des articles de news. Voilà. C'est un trafic qui coûte cher, mais qui convertit bien parce qu'il arrive depuis des sites d'autorité. Mais je déconseille d'aller sur ces régies pub si ce que tu vends coûte moins de 75-80 €. Parce que le clic coûte très cher sur les. En fait, c'est pas qu'il coûte très cher, c'est toi qui définis le coût par clic en fait. Mais d'un point de vue retour sur investissement, il faut avoir un produit à 80 balles minimum. Et donc voilà, je vends ces produits et je me dis tiens, comme je m'attends à avoir des problèmes de SAV, tout ça, je veux surdélivrer. Et donc je me dis tiens, de quoi ils peuvent avoir besoin, et donc je leur mets des petits cache-yeux par exemple, tu vois. Mais genre les trucs trop mignons quoi, tu vois,
Offert en plus. Ouais, en faire en plus. Super. Je me dis, ils vont recevoir ça, ils vont dire, ah putain, c'est trop chou et tout. Et alors, je me rends compte de plusieurs choses. C'est que les 2 tiers des commandes, parce que j'avais appelé les clients pour savoir qui ils étaient, quels étaient quels étaient les déclencheurs en fait. Et 2 tiers des clients achetaient ça non pas pour eux, mais pour quelqu'un qu'ils aiment. Ensuite, je leur dis, voilà, vous allez recevoir des cadeaux et tout ça. Parce qu'il veut dormir tranquillement en fait. C'est ça. Donc, Alors, il y a pour le conjoint, mais surtout en fait, c'était des gens qui achetaient pour leur beau-frère ou parce qu'ils avaient peur pour leur santé. C'était ça le premier déclencheur. En fait. Et après, oui, il y avait genre par exemple l'histoire de cette femme qui allait partir en vacances avec son amant ou le mec qu'elle aime, mais elle avait honte de ronfler en fait. Ah, D'accord. Et donc j'envoie les trucs et puis là je commence à prendre des chargebacks et tout. Je me dis merde, qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas, j'en fais des cadeaux et tout. Et puis j'appelle les gens et j'avais pas prévu en fait que les sentiers anti-renflement et les petits cadeaux, les goodies, allaient venir de fournisseurs différents et donc n'allaient pas arriver dans les boîtes à lettres en même temps. Et donc les gens disaient ouais c'est une arnaque, j'ai commandé 117 euros de technologie pour ne pas ronfler, à la place je je reçois les cache-œil. D'accord. Ok. Ah d'accord. Donc- Très confusion ça. Ouais, il y a ce truc là. Ensuite sur les fournisseurs, je comprenais pas, il y en avait qui vendaient la ceinture anti-ronflement 75 centimes Ouais. et d'autres 2,50 €. Ouais. Et en fait, les gens ils me disent ouais ça pue le pétrole et tout. Et ben voilà. La différence entre 75 centimes et 2,50 €, c'est que sur 2,50 € c'est nettoyé. Quand même, Rudy, tu vendais ton produit 100 €, t'aurais pu prendre Ouais. ça à 2 € quand même. Là on voit le Black Cat Marketer là. Et voilà, plein de trucs comme ça. Donc après, j'arrête de vendre ce produit. Il y avait des gens qui étaient contents, mais la majorité n'était pas Bien contents. sûr. On va être franc. Et C'est vrai que nous, dans notre business, donc premier critère qu'on dit avant de vendre n'importe quel produit, c'est de la qualité en fait. Parce Ouais. que sans qualité, tu peux être le meilleur marketeur au monde, tu peux avoir dépensé plusieurs millions, tu vas finir par Ah oui. fermer ta boutique. ça va pas durer. Ah bah oui, tu vas fermer ta boutique. Ok, et donc là je décide d'arrêter ce truc-là parce que j'en avais pas besoin pour vivre. Moi d'ailleurs, j'avais partagé à cette époque-là le truc sur ma page Facebook avec la boutique et tout, tout à copier-coller. Mais Après, pourquoi là t'es pas fan du drop Rudy? Dis-nous pourquoi. alors parce que aujourd'hui, tu vois, gagner plus d'argent ne me motive pas. C'est-à-dire que tu vois la pyramide de Maslow, au début on veut la sécurité, tout ça, et c'est Après, quoi pas pour toi en fait, mais j'ai déjà vu déconseiller ça à des débutants. Est-ce que ou est-ce que je me suis trompé Pff, Je me trompe carrément. Selon moi, non, aujourd'hui tout le monde, si tu suis une formation, si tu D'accord. suis une formation, un débutant peut réussir avec le dropshipping, très clairement, puisque ça s'est processisé. D'accord. Puis il y a des hacks, tu vois, si tu donnes des winners actuels à tes clients, c'est Ouais. facile pour eux Ouais. d'avoir des résultats rapidement. D'accord. Mais là où moi je déconseille, tu vois, par exemple, je déconseillerais à mon fils. Par exemple. D'accord. Je lui dirais plutôt, cherche ta voie. Tu vois, parce que qu'est-ce qui se passe, c'est que moi j'ai vendu les produits des autres pendant des années, tu vois, pendant 15 ans. Et si on m'avait dit cherche ta voie en fait, et cherche ce qui te passionne, cherche ta place sur la société, trouve-la, tu vois. Et Et bâtis un business là-dessus, je pense que j'aurais gagné 15 ans, tu vois, de ma vie. Mais est-ce que à ce moment-là, dans l'état où tu étais aussi ton premier métier, c'était serveur, je crois, dans un café. J'étais serveur, ouais. Est-ce que à ce moment-là, je t'aurais posé cette question-là, est-ce que tu aurais réagi de manière positive? Est-ce que tu m'aurais dit, allez, va jouer ailleurs, montre-moi comment faire du cash hein. Ouais, je pense, moi tu sais quoi, franchement, j'étais le pire des gilets jaunes, hein, cette époque. Vraiment, le cliché, le stéréotype, le loser fini, mais je vous explique. Alors, pour ceux qui vont regarder ça, si vous vous sentez identifié à ça, le prenez pas mal, hein. C'est pas péjoratif, j'étais pire que vous. J'étais vraiment en état d'esprit moins sans. Est-ce que tu penses que c'est pas une étape en fait qui est obligatoire, de passer d'abord, de se faire un petit peu un business où tu le fais pas pour une Non, bonne raison? je pense que c'est pas obligatoire. Je pense que la majorité vont passer par cette étape, tu vois, chercher à faire de l'argent au lieu de chercher leur identité. Je pense que 99% vont emprunter ce chemin-là. Aujourd'hui, je pense qu'il y a un chemin plus court, tu vois, justement, qui consiste à trouver ton identité. Et parce qu'au final, tu vois, pendant 15 ans, c'est ça ce que j'ai cherché, tu vois. Et regarde, tu as lancé le programme Enfin Libre, et aujourd'hui, tu as fait des millions d'euros avant d'être libre. Aujourd'hui, je pense que tu es libre depuis que tu es à Bangkok, tu vois, que
ce que tu fais, tu vois, il y a une flamme à l'intérieur, tu vois, quand tu accompagnes tes clients, quand tu vois les résultats qu'il y a, tu vois, c'est depuis ce moment-là en réalité que tu es libre. Ouais, c'est sûr et certain. C'est une des plus grosses raisons pourquoi on s'est lancé. Et je pense que je me suis beaucoup reconnu lorsque tu as parlé de début de la flamme. Je pense que c'est exactement ça. Et maintenant, donc, aujourd'hui, ton business d'aujourd'hui, c'est ça, c'est d'aider les gens à trouver leur... Ouais, donc tu vois, il y a 3 ans, je me suis lancé en tant que formateur, coach, et j'ai aidé beaucoup de professionnels à développer leur business grâce à des techniques de gros hacking, du media buy, du tunnel, ça marche super bien. Et c'est quand on est au premier confinement, je me gave un truc de malade. Et genre, c'est facile, mais et tu sais quoi, plus j'encaisse d'argent, et moins je serai heureux. Je sens qu'il y a un truc qui va pas. Ça, c'était quoi, la vente de formation, ça? La vente de formation avec un webinaire qui tourne en evergreen. Tu vois, au lieu de jubiler, je me sens mal, tu vois. Grosse crise et tout, c'est là que je me fais coacher. Et là, je décide de faire un gros shift. Je décide d'aider les gens qui sont comme moi je l'étais avant. D'accord. Et là, c'est un gros challenge, tu vois, parce que je me rends compte que c'est plus dur, tu vois. Tu vois, dire à quelqu'un, vas-y, trouve qui tu es, et l'abondance va entrer dans ta vie. Le message, ça match moins que fais une boutique, vends des produits sur AliExpress, en 1 000 € par jour, tu vois. Et donc, c'est un gros challenge. Mais en faisant ça, tu vois, vraiment, là, je réactive le feu sacré en moi. Et c'est là que je rentre dans ma zone de génie. Tu vois, parce que avant, quand j'aidais les professionnels, en fait, je pense, tout à l'heure, tu me demandais qu'est-ce qui m'a drivé pendant presque toute ma vie d'entrepreneur. En me levant le matin, tu vois, pour être efficace, je me posais cette question, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour faire du cash? Tu vois, avec cette question, et tu vois, parfois, ça peut être juste un shoot mail, tu vois. Ouais. Et donc, cette force, c'est être efficace, tu vois. Mais ça me rendait pas heureux, ça me permettait de faire du cash. Et tu vois, au moment où j'ai fait ce shift, j'ai changé la question du matin en me levant, c'est qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour avoir de l'impact? Avant, je courais après l'argent. Maintenant, je cours après l'impact. Parce que si tu as l'impact, c'est l'argent qui va courir derrière toi. Et quand l'argent court derrière toi, c'est là que tu peux devenir libre. Et c'est pour ça que mon mouvement, en fait, je l'ai appelé l'Académie Impact, Cash et Liberté. Cours derrière l'impact, tu vas avoir du cash. Une fois que tu as le cash, vient la liberté. D'accord. Et bon, parle un petit peu plus de ton académie. C'est quoi? C'est des formations? C'est de l'accompagnement? Alors, c'est un programme d'accompagnement sur 12 mois où on aide les entrepreneurs et ceux qui souhaitent le devenir à créer et développer un vrai business rentable, stable et pérenne qui a de l'impact, mais surtout qui va t'offrir le maximum de liberté. Parce que le but, c'est de ne pas être esclave de ton entreprise. Comment? Tout simplement en travaillant sur toi. Tu vois, il y a une grosse partie mindset sur l'identité, sur justement qui tu es, mais qui tu es vraiment, sans subir l'influence de ce que j'appelle les croyances héritées ou les missions héritées. Donc, je disais, la première étape, c'est vraiment travailler sur l'identité et chercher quelle est ta mission sur Terre, en fait. Qu'est-ce qui t'anime? Comment tu peux impacter? On a tous un rôle, en fait. Et l'idée, c'est de trouver ça sans subir les croyances héritées. Par exemple, des fois, j'ai des clients en coaching, ils attendent que je leur dise quoi faire. Et je leur dis, non, mais je tomberai pas dans ton piège. Tu vois, je peux te dire quoi faire. Mais si je te dis quoi faire, tu vas te lancer dans un business hérité qui vient de moi, au lieu de chercher au fond de toi. Et si tu fais quelque chose, si tu te lances dans un business hérité, vu que c'est pas ta mission profonde et que tu n'as pas cette petite flamme, à la moindre première difficulté, tu vas t'auto-saboter, tu vois. Donc on travaille là-dessus pour savoir voilà qui tu es en fait et pourquoi tu es fait. Une fois que tu as trouvé pourquoi tu es fait, on va créer une offre complète qui est liée sur tes compétences, ta mission. D'ailleurs, j'ai quelquefois mon gros goal lors de ce shift, tu vois, c'était de passer de l'avatar Bassad à, donc qui est un professionnel qui a déjà des compétences, à Madame Michou. Madame Michou qui peut-être sa passion c'est le toilettage pour chien, mais elle n'a jamais étudié. Et donc tu vois, ça m'a forcé vraiment à sortir de ma zone de confort et créer des process pour permettre aux étudiants qui viennent sans compétences de trouver quelle est leur zone d'excellence et comment devenir expert dans ce domaine. Ça, c'était vraiment un gros challenge. Et au final, tu vois, ça m'a fait développer un nouveau module qui est celui de trouver ton message. Trouver ton message va te forcer justement à devenir expert. Et que tu le veuilles ou pas, en fait, tu vas devenir expert. Donc une fois que tu as trouvé ce message, on va chercher à automatiser la diffusion de ce message. Et ça peut se faire à travers un webinaire,
ou ça peut se faire à travers une chaîne YouTube, à travers un blog, à travers une série d'emails, à travers une série de vidéos, à travers un livre. Tu vois, il y a plein d'expériences en fait. Et l'idée, c'est de trouver quelle est l'expérience qui est la plus appropriée en fonction de qui tu es. Tu vois, au début, quand je recevais des débutants, je leur disais fais un webinaire. Pourquoi ? Parce que quand tout ce que tu connais c'est un clou, à chaque fois tu proposes le marteau, tu vois. Ouais. Et en fait, pour un débutant aujourd'hui, tu vois, je recommande pas le webinaire. Parce que le webinaire, il y a plein de trucs. C'est ce qu'il y a de mieux. Mais ça requiert d'être compétent sur l'aspect technique. Ou, tu vois. Donc aujourd'hui, tu vois, j'emploie en fonction de. J'adapte la stratégie en fonction de qui est la personne. Qu'est-ce qui est mieux pour un débutant en petit exemple ? Pour un débutant, je vais proposer, alors si il ne sait pas encore quel résultat il va apporter à ses clients, de délivrer un e-book. En fait. Un e-book suite auquel on va envoyer 5 emails. On va dire voilà, je t'offre un coaching gratuit, clique ici pour réserver un appel. De manière à pouvoir se connecter avec son audience, parce que les débutants ont besoin de se confronter à l'audience et savoir leur avatar, qu'est-ce qu'ils ont dans la tête, de quoi ils ont besoin, qu'est-ce qu'ils veulent. Tandis que quelqu'un qui a déjà un niveau plus avancé, qui peut être débutant, mais qui sait déjà quel résultat proposer, je vais lui dire enregistre une masterclass. Tu vois, c'est comme un webinar, mais préenregistré, qui va durer entre 30 et 60 minutes. Ou dans l'idéal, une étude de cas, avec au bout, proposer un appel stratégique pour vendre et closer par téléphone. D'accord. Et si la personne n'est pas à l'aise, par exemple, au téléphone ? Et ben on va l'aider à être à l'aise en fait, justement, parce que la plupart des gens disent je déteste vendre. Mais en fait, c'est pas qu'ils détestent vendre, c'est qu'ils ne savent pas vendre. On se dit timide ou introverti, mais tant que tu restes sur cette croyance, ouais, mais c'est parce que je suis timide ou parce que je suis introverti, t'es qu'un putain d'égoïste. C'est-à-dire que tu penses à ta gueule au lieu de penser à comment tu vas servir ton marché. Et justement, tu vois, les étudiants, on leur donne justement des scripts qui sont prêts à l'emploi. Grosso modo, tu as juste à suivre une série de questions qui vont te permettre de comprendre qui est ton prospect, quels sont les problèmes qu'il rencontre, de l'éduquer aussi à qu'est-ce qui risque d'arriver si rien ne change, et tu vas lui poser des questions qu'en fait que jamais personne ne lui a posées. De quoi tu penses avoir besoin pour réussir ? Là, il va te dire ça, ça, ça. Ok, de manière plus spécifique, ça, ça, ça. Ok, et si tu tiens tout ça, t'es sûr que ça va marcher ? Il va te dire ah non, je sais pas. Ok, qu'est-ce que tu dois rajouter ? Et là, tu vois, moi j'adore, tu vois, dans ma technique de closing, j'appelle ça l'arrivée du Messie. Où t'as ton prospect qui te dit exactement de quoi il a besoin. Ah bah ça tombe très bien, c'est exactement ce qu'on Ouais, moi je pense en tout cas, ce que je connais de toi et de nos échanges, je pense que ta zone de génie c'est le closing, c'est sûr. Et diront en deuxième, j'ai le copywriting. Parce que j'ai lu un peu beaucoup de tes vlogs et tes landing page. Je pense que c'est des gros points que tu peux beaucoup apporter à ton audience. Maintenant, parlons un petit peu du Rudy du futur. Alors, oui, je vois Rudy dans quelques années, là, 3 ans, 4 ans. Est-ce qu'il est toujours à Marrakech ? Il a plus de bureaux, plus d'employés ? C'est quoi les buts de Rudy dans les prochaines années ? Alors, je te remercie de me poser cette question. Parce que c'est typiquement une question de coaching. Et les gens ne sont pas conscients, en fait, quand on leur pose des questions. Chaque question est un cadeau. Parce que chaque question à laquelle tu réponds te permet de mieux te connaître. Et donc là, tu vois, par le biais de cette question, tu m'engages justement à planifier mon avenir et à définir les coordonnées GPS de ce que je veux dans la vie. Je pense que ça sera enregistré sur YouTube à vie. Et donc, je pense, idéalement, dans 3 ans, je suis à Dubaï. C'est pas une fin en soi pour moi habiter à Dubaï, mais aujourd'hui, je pense que c'est un peu comme un pèlerinage pour l'entrepreneur, Dubaï, aujourd'hui. Parce que tu vois, justement, je sais plus, c'est 92% de la population là-bas est expatriée. Bon, après, il y a les workers, tu vois, mais il y a beaucoup d'entrepreneurs. Et je pense que c'est bien pour parler anglais, pour te connecter avec d'autres nationalités, d'autres états d'esprit. Et puis, c'est bien aussi par rapport à tes croyances, par rapport à l'argent. C'est-à-dire que tu vois, aujourd'hui, tu fais 10 000 euros par jour, tu te dis. T'es Max à Marrakech. Ouais, t'es le boss. Mais là-bas, t'es personne. T'es pas personne, parce que t'as beaucoup d'expats là-bas qui vivent avec 2-3 000 euros. Qui vont faire semblant d'être riches. Mais je pense que c'est bien, tu vois, justement, pour remettre tes standards encore plus haut. Donc voilà, tu vois, je me verrais bien habiter là-bas 1 an, 2 ans, 3 ans. Avec des bureaux encore à Marrakech ? Ouais, parce que tu vois, moi j'adore les salariés marocains, vraiment. Ils ont leurs défauts, mais ils ont aussi beaucoup de qualités, tu vois. Parce que je me rappelle, en fait, à un moment donné, tu m'avais dit plus jamais un bureau, il y a peut-être 1 an ou 2. Ouais. Et là, tu reprends un bureau, qu'est-ce qui a shifté un petit peu dans ton... Alors justement, tu vois, avant,
quand je disais plus jamais un bureau, c'est parce que voilà, j'avais connu avoir plein de salariés, les grosses entreprises, la multinationale et tout. Et C'était tu vois, attaché à ton ancien business. Quoi. j'ai vécu cette époque, le loup de Wall Street, tu vois, qui était franchement des années folles de ouf. Et après ça, tu vois, je voulais la liberté, tu vois, c'est-à-dire ne plus avoir de salariés, c'était la liberté. Et quand j'ai découvert cette mission de vie, tu vois, quand je suis rentré dans cette zone de génie, j'ai accepté le côté obscur de la pièce ou le côté négatif qui consiste à avoir des salariés, à me renfermer dans ce bureau alors que j'ai un bureau à la maison, tu vois, et la villa elle est bien, quoi, c'est pas dégueulasse, tu vois, mais j'ai accepté justement. L'autre jour j'ai suivi un séminaire avec John DeMartini où il explique que tu vois, si tu veux élever ton âme, il faut accepter les deux côtés de la pièce, le bon côté et le mauvais côté. Et si tu aimes quelque chose que pour les bons côtés, tu vis dans une illusion en fait. T'es pas dans la réalité. Tu vois, par exemple, tu rencontres une femme, tu vois que les bons côtés au début. Et si tu l'aimes que pour les bons côtés, ça va pas marcher. Tu vois, le jour où tu vas voir les mauvais côtés, si tu ne les acceptes pas, bah vous allez vous séparer. Blocage, quand même. Tandis que quand tu acceptes dès le départ les bons côtés et les mauvais côtés, bah tu peux t'élever. Et moi, tu vois, justement, il y a cette zone de génie qui s'était activée où je m'étais dit, voilà, ma vision, tu vois, dans 10 ans, dans 20 ans, il y a le président de la République française qui me donne la Légion d'honneur parce que j'ai aidé la population française à mieux se comprendre et à entreprendre, tu vois, ce qui a un impact sur le PIB, tu vois. C'est un gros challenge. Hein. Ouais, et donc tu vois, je deviens une utilité publique, tu vois. Il y a ma publicité dans le métro, tu vois, mais c'est pas forcément Rudisson, mais ce mouvement L'académie. qui se cherche, tu vois, et qui bâtit quelque chose sur l'impact, tu vois. Et dans mon vision board, il y a cette Légion d'honneur. Alors, je sais pas si je l'aurai ou pas, mais je pense que, en vérité, la Légion d'honneur, je m'en fiche. Mais je sais que si on me la propose, c'est que j'ai réussi ma mission, tu vois. Et donc pour ça, bah, il fallait accepter le prix avec les mauvais côtés. Et résultat, bah, tu vois, je suis ici tous les jours à 8h30, sans avoir besoin de me forcer. Ce qui, il y a 3 ans, était une vision cauchemardesque. Et finalement, C'est on a intéressant. toujours C'est super puissant. Et l'identité, quoi. Et si vous voulez toutes les infos sur l'académie, bah, il y aura un lien dans la description certainement. Et aussi toutes les ressources qu'a cité Rudy, bah, comme le docteur Dimitri qui est un super bon coach mindset américain, DeMartini plutôt. Donc Chad et les noms, c'est pas trop. si vous connaissez, si vous parlez très bien anglais, je vous recommande d'aller le checker. Donc on a vu un petit peu Rudy du futur, il habite à Dubaï. Il a toujours des bureaux à Marrakech, il impacte beaucoup de monde en France. Dans l'idéal, c'est Dubaï, Marrakech, Paris. D'accord. C'est le triangle. Le triangle. Ça, c'est l'idéal. Avec peut-être même Ubud. Bali, du coup. Ouais. T'as été à Bali, t'as bien aimé, tu nous dis. Ah, je kiffe, c'est un truc de malade. Bali m'a réconcilié avec la spiritualité. C'est-à-dire que moi, je suis un ancien chrétien qui est devenu orthodoxe, puis après athée. Puis après, j'ai failli, je suis retourné dans la spiritualité avec un gourou gros escroc. et donc, j'étais fâché avec la spiritualité. C'est quand je suis parti à Dubaï qui m'ont réconcilié avec la spiritualité. Bali. Ouais, avec Bali, qui m'ont réconcilié avec la spiritualité. Et plus ça va, plus je m'en rapproche le jour. D'accord, super. Bah écoute Rudy, je pense qu'on a fait un petit peu le tour des sujets qu'on a. Peut-être un dernier mot pour clôturer ce podcast. Ouais, j'ai envie de vous dire là, donc a priori tous ceux qui vont regarder ce podcast, c'est des gens justement qui cherchent à gagner de l'argent. Et bon, je vais pas vous spoiler, hein. Le dropshipping c'est top, faites de l'argent avec le dropshipping. Super. Et, T'as bien lu le script, c'est bien Rudy. et j'ai envie de vous dire, voilà, je sais que vous êtes plusieurs à vous auto-saboter en fait. Je sais qu'il y en a plein qui vont pas passer à l'action. Et voilà, je vais faire un cadeau à votre audience. Ok, c'est pas prévu, merci. Posez-vous les questions, pourquoi vous vous auto-sabotez, pourquoi vous ne passez pas à l'action, pourquoi vous ne suivez pas ce que ça a des... Et Adam vous dit, d'ailleurs, je connais un de vos clients qui habite à Marrakech, sa femme elle a monté, elle fabrique des gâteaux et lui il les livre. Super. Et leur business il décolle pas. Je lui dis, mais pourquoi tu fais pas ce que tu as appris dans la formation de Saad Adam quoi? Et il me dit, mais c'est vrai. Je lui dis, tes pages produits, c'est des gâteaux quoi. Et ben on voit bien que c'est de l'auto-sabotage en fait. Et il y a plusieurs raisons pour les auto-sabotages, c'est-à-dire que tes parents ont défini un thermostat de réussite pour toi, grosso modo. Il y a ça, il y a le fait que si tu réussis, tu as peur d'effacer des gens que tu aimes. Genre si toi tu as plus de réussite que tes frères, tu as peur justement de les effacer comme tu les aimes, tu n'as pas envie de plus briller que... Tu vois, il y a d'autres raisons en fait. Encore, on ne peut pas toutes les couvrir, mais voilà, je voulais vous dire que
si vous ne mettez pas en mouvement alors que c'est ce que vous voulez, bah, arrêtez de faire des putains d'égoïstes. Et si vous ne le faites pas pour vous, faites-le pour ce que vous aimez. Et je pense que ça, c'est une grosse source d'énergie et de motivation. C'est vrai. Bah, merci, c'est super beau la conclusion, Rudy. Merci à toi pour avoir accepté notre invitation. Merci de nous avoir accueillis dans tes bureaux. Bah, merci de m'avoir invité aussi. Et ouais, à la prochaine fois, Inch'Allah. À Dubaï. À Dubaï, Inch'Allah. Allez, Prochain on va, épisode. c'est parti. Merci à tous. Ciao.